Actuellement, on présente la conférencière, le conférencier, parce que, évidemment, c'est quelqu'un qu'on doit apprendre à connaître. Mais là, comme toute la rencontre de ce soir, c'est une façon de la présenter. C'est une longue introduction à une œuvre et à un travail de comédienne qui a été là depuis longtemps. Il faut dire que quand je suis arrivé au cégep, moi j'ai déjà été étudiant au cégep, Janine Lebel, je l'avais vue déjà, on en parlait, elle était venue nous rencontrer. Et après, évidemment, quand je suis revenu à Trois-Rivières pour enseigner, et je l'ai vue encore. Alors, pour moi, elle est une évidence, c'est un monument, c'est quelqu'un qui était là, qui est là et qui va encore être là. Alors, c'est une femme immense, elle n'a pas de mots, c'est une femme, elle est immortelle, ni plus ni moins. Pour moi, c'était une évidence qu'à un moment donné, on puisse la rencontrer comme ça pour qu'elle nous parle un peu plus de son expérience. Elle est un témoin privilégié de la vie culturelle à Trois-Rivières, mais de la vie du théâtre aussi. Et elle est donc un témoin privilégié. Et nous qui ne sommes pas de Trois-Rivières comme moi, je ne suis pas de Trois-Rivières, il y a des moments que je ne connais pas. Alors pour moi, c'est une évidence. Et c'était une évidence aussi pour d'autres. Parce que quand j'ai publicisé l'affaire sur Facebook, alors j'ai reçu des mots, Jacques Leblanc qui dit « Ah, vous la saluerez de ma part ». Il était tout ému de la voir, qu'on rappelait son nom. Ensuite de ça, on m'a dit « Ah, je suis fier pour toi ». Alors j'ai dit « Mais c'est quoi la fierté ?» J'ai dit « Nous, on est fiers depuis tout le temps ». Alors Janine, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, oui. C'est un honneur pour moi. Oui, oui, vous êtes philosophe, je le sais. Oh! J'ai beaucoup d'amis philosophes, je les admire beaucoup, mais je suis vraiment, je ne me considère pas comme une philosophe moi-même. J'écoute, par exemple. Oui. Écoutez, Pierre Arditi, l'autre jour, il disait qu'avant d'être comédien, on est lecteur. Parce que dans les livres, il y a quelqu'un qui s'adresse il y a un être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains. Alors donc, la lecture est importante pour un comédien, une comédienne, et j'ai l'impression que la lecture, c'est elle qui vous a amené au théâtre. Oui, oui, évidemment, la lecture, pour moi, j'ai beaucoup de passion dans la vie, mais je pense que la lecture, c'est ma première passion, et c'est une passion que j'ai développée au contact de ma mère, qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a fréquenté toutes les bibliothèques de Trois-Rivières, depuis la première chez les Sœurs Marie Réparatrices, dans le sous-sol, où est maintenant le musée de Trois-Rivières. Alors, la première bibliothèque de Trois-Rivières dans les années, je vous parle des années 45, c'est loin, loin, loin. Alors, le petit catalogue de livres chez les Sœurs Marie Réparatrices, ben, c'était simplement un petit carnet. Et ma mère, évidemment, ça n'a pas été long qu'elle a passé à travers le petit carnet. Et c'est là, évidemment, que j'ai développé mon goût pour la lecture. Mais comment tu te faisais que dans une famille comme ça, qu'il y avait autant de livres? On a souvent dit, il y en a beaucoup qui vont nous raconter que les livres étaient absents chez eux, alors que chez vous, c'était très présent. Et alors, qu'est-ce que vous trouviez, quelle était cette chance-là d'avoir les livres, d'avoir une mère comme ça? Et qu'est-ce que ça représentait la lecture pour vous à ce moment-là, pour la petite fille que vous étiez? Oui, alors là, je vous parle des années à peu près 45, là, c'est loin. Alors, non, il n'y avait pas de livres à la maison que je me rappelle. On allait à la bibliothèque. Alors, ma famille, ma mère a eu 12 enfants. Alors, moi, je suis la 11e. Alors, elle avait une grosse besogne à la maison, mais elle avait besoin de lire. Et je pense qu'il n'y avait pas de sous pour acheter des livres à cette époque-là, chez moi. Mais elle avait quand même ce besoin de lire. Alors, on allait dans les bibliothèques chercher des livres. Ça vous a amené à un moment donné à aller vers apprendre à bien lire. La comédienne que vous êtes est allée dans les écoles, ou est allée à l'école où on lui apprenait à bien lire, à bien prononcer, à bien chanter même. Ah, ben oui. Mais évidemment, à l'école, je ne pense pas que dans mes cours, en fait, au moment où j'étudiais dans le primaire secondaire, ça n'a pas été tellement important. Une année, je suis allée pensionnaire à Saint-Sylvestin. Alors là, j'ai fait un peu de théâtre à Saint-Sylvestin. Et c'était une religieuse, une dame de Rochefort du 80 la Madeleine, que les gens connaissent sûrement.
Alors, ça a été mes premières expériences au théâtre. Alors, ça leur permettait aux religieuses de m'occuper ailleurs. Vous étiez si rebelle que ça? Je prenais de la place. Ah oui? Non, ça ne m'étonne pas. Déjà. Surtout la petite fille de Trois-Rivières qui arrivait à Saint-Célestin. C'était dangereux. C'était dangereux pour les autres petites étudiantes. Là. Alors, les religieuses... de la ville. Oui. Alors, les religieuses avaient un petit peu peur de moi. Là. Quand on a préparé cette rencontre-là, on avait dit aussi que dans les années 40, 50, il y avait une vie culturelle très présente à Trois-Rivières, très importante, entre autres avec les gens de théâtre. Oui, ben, le théâtre des nouveaux compagnons, ils vont célébrer, c'est-à-dire à ce moment-là, ça s'appelait le théâtre des compagnons, ils vont célébrer l'année prochaine leur 100e anniversaire. Je pense que c'est unique, hein? Alors, donc à ce moment-là, la troupe de théâtre des compagnons existait déjà. Moi, je suis arrivée chez les compagnons au théâtre un petit peu par accident, parce qu'avant, il y avait eu l'Opéra national du Québec à Trois-Rivières. Alors, il y avait un docteur en musique de Montréal qui avait eu l'idée de présenter des opéras. Alors, il venait donc à Trois-Rivières, Montréal et Québec, et il faisait pratiquer les chœurs. Alors, on a chanté le premier opéra au Capitole, dans le temps qui est maintenant le théâtre, la salle Thompson. Alors, nous avons chanté Faust, La Bohème, entre 5 opéras, Rigoletto, Le Barbier de Séville, et alors sur la grande scène de la salle Thompson. Et au moment donné, en 51, on chantait Roméo et Juliette. Alors, évidemment, les chœurs étaient pratiqués dans les 3 villes. Est-ce que je parle trop vite? Non. Vous m'entendez? D'accord. Alors, les chœurs étaient pratiqués dans les 3 villes, donc il y avait des groupes de chanteurs dans les 3 villes, et on engageait des chanteurs professionnels pour les premiers rôles, évidemment. Et il est arrivé le 31 janvier 1951, je pense, au moment où on chantait Roméo et Juliette. Le pont est tombé entre Trois-Rivières et le Cap-de-la-Madeleine. Alors, à partir de cette représentation-là, là, on a changé de salle parce qu'on avait un peu moins d'auditoire. Et là, nous sommes allés chanter à la salle Notre-Dame. Qui est l'ancien Cosmos, qui est devenu le Cosmos 2000. Oui. Qui est sûrement avec lui là. Sur la rue Sainte-Julie. Oui. Alors, donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à côtoyer les gens de théâtre. Alors, la troupe de théâtre des compagnons, à ce moment-là, était vraiment une troupe très bien organisée. Ce théâtre-là était quelque chose d'unique, hein? Alors, le directeur artistique était payé par les pères franciscains. Alors, on avait notre salle de représentation. Et là, au deuxième plancher, il y avait les loges, il y avait les bureaux. Une troupe de théâtre amateur qui est organisée comme ça, c'est assez rare. On a été vraiment privilégiés à ce moment-là. Et ça, c'est avant la télévision. Donc, on avait du théâtre à Trois-Rivières à tous les jeudis. Voilà, il y avait une saison de théâtre régulière à la salle Thompson à ce moment-là. Mais là, on est passé par-dessus une étape, c'est que vous avez aussi appris à lire, vous avez appris à chanter, vous avez chanté, donc, c'est par le chant que vous êtes arrivé du Mont Théâtre à cause de cette salle-là. Mais vous appreniez aussi à lire, vous avez aussi appris à lire. Oui, oui. Ben, évidemment, quand je m'intéressais à quelque chose, ben, j'allais chercher la formation. Alors, quand j'ai chanté avec l'Opéra national du Québec, ben, j'ai pris des cours de chant. Alors, quand je suis arrivée chez les compagnons, ben, là, j'ai dit, bon, il faut que je me documente, que je fasse un peu... Alors, je suis allée au Conservatoire La Salle pour prendre des cours d'élocution, de diction. Alors, j'ai commencé à prendre une formation de comédienne à ce moment-là pour faire du théâtre aux compagnons. Et petit à petit, avec ces cours-là, à ce moment-là, le Conservatoire La Salle était affilié à l'Université de Montréal. Alors, après nos cours de 4 ans, il y avait une soutenance de thèse à l'Université de Montréal. Alors, il fallait soutenir une thèse, et là, à ce moment-là, on pouvait avoir la possibilité d'avoir un brevet d'enseignement. Alors, donc, j'ai commencé à bifurquer là, dans ce domaine-là, tout en faisant du théâtre. Oui. Bon, on l'a dit tantôt. Voulez-vous m'apporter de l'eau, monsieur? Voulez-vous m'apporter de l'eau? Oui, ça va faire plaisir. OK. Nous apporter de l'eau.
OK. On a parlé de lecture, du plaisir de la lecture, et ça vous a amené, entre autres, vers la poésie. Vous avez beaucoup de choses, ça vous a amené vers la poésie. Prévert, que vous aimez d'une façon particulière. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a chez Prévert? Qu'est-ce que vous aimez parce qu'on voit bien que la comédienne peut être intéressée par Prévert, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Au Conservatoire de la Salle, évidemment, le programme était très large. Alors, on avait des études assez complètes à faire. Et évidemment, il y avait la littérature, on travaillait le théâtre, on travaillait les textes d'interprétation, des textes classiques, mais il y avait aussi quelque chose de plus fantaisiste avec Jacques Prévert, Baudelaire. Et ça, évidemment, Jacques Prévert, moi, je peux dire, tous ces textes-là, il y a toujours quelque chose de différent dans chacun des textes. Et c'est toujours passionnant parce que Prévert joue avec les différents niveaux de langage, la fantaisie, et il nous amène toujours dans des directions surprenantes. Et puis justement, une petite anecdote, aux funérailles de Johnny Hallyday dernièrement, son grand ami Jean Renaud a choisi un texte de Prévert pour honorer son ami. Alors, il a donné le petit texte, la chanson de l'escargot qui monte à l'enterrement. Alors, on trouve de tout là-dedans. Tantôt, si on a le temps, vous pourrez nous le lire. Mais là, il y a un problème sur les fleurs. Ah oui? Les fleurs, alors là, vous pourriez nous lire ce texte-là, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vous écouter comme comédienne, comme lectrice, et entre autres comme lectrice de poèmes. Alors, merci. Prévert. Merci. Alors, de Prévert, fleurs et couronnes. Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre, et tu l'as appelée pensée. Pensée. C'était, comme on dit, bien observé, bien pensé. Et les sales fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas. C'était tout à fait ça. Lilas. Lilas. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme. Ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur. C'est pareil. L'essentiel, c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. En fait, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples. Et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés, cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent Iliante, toi, tu l'as appelée soleil. Soleil. Hélas, 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 et beaucoup de fois hélas. Qui regarde le soleil, hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus, des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière, ils se promènent en regardant par terre. Ils pensent au ciel. Ils pensent. Ils pensent. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand-peine dans les marécages du passé. Et ils traînent leurs chaînes, ils traînent les pieds au pas cadencé, ils avancent à grand-peine enlisés dans les Champs-Élysées, et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire. Oui, ils chantent à tue-tête. Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde ils ne voudraient l'enlever, parce que dans leur tête pousse la fleur sacrée, la sale, maigre petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. Merci. Je trouve que c'est un beau texte pour un certain de philosophie, puisque dans le fond, que la plus belle fleur, ça s'appelle pensée. Justement, on est dans le lieu de la pensée, on est du côté des philosophes. Mais de l'autre côté, c'est une belle métaphore aussi de la poésie.
parce qu'on sait très bien que l'auteur a écrit Les fleurs du mal, et là, ce qu'on découvre en écoutant ce texte-là, en s'écoutant le lire, eh bien, c'est la finesse, évidemment, dans le fait de nommer les choses, de nommer les plantes, de nommer les éléments de la réalité, d'aller vers l'extérieur pour bien saisir ce qu'il y a. Mais dans le fond, on en revient à la pensée, on en revient à l'importance du sentier, et on en revient à l'idée de faire naître les fleurs du mal, du bourbier, et faire naître la pensée et la fleur à travers les mots. Alors, vous aviez aussi l'orgue de Barbarie. Vous avez, ah oui, ça Prévert, ça aussi, vous vous amusiez avec l'orgue de Barbarie. C'est vrai, la fleur, c'est un élément tout simple, mais tout beau. L'orgue de Barbarie, c'est un peu dépassé, mais quand même, Prévert a fait quelque chose d'amusant avec ça. C'est ça, oui, Prévert, il nous amène toujours dans des directions différentes. Alors, un peu de poésie avec Fleurs et couronnes, l'orgue de Barbarie, c'est là aussi quelque chose, un univers différent et amusant, mais en même temps surprenant. C'est ça la poésie aussi. Oui. Alors donc, de Prévert, l'orgue de Barbarie. Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de la harpe. Moi, du banjo. Moi, du violoncelle. Moi, du biniou. Moi, de la flûte. Et moi, de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait. Personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. « Hé, de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien ?» lui demandèrent les musiciens. « Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Et je joue du couteau aussi. » dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis, il s'avança, le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, et si vivante, et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano où elle était cachée et endormie par ennui. Et elle dit, moi, je jouais au cerceau, à la balle au chasseur, je jouais à la marette, je jouais avec un seau, je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mais c'est fini. Je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de Barbarie. Et l'homme prit la petite fille par la main. Ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné a pris le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième la violoncelle, et puis ils se mirent à parler. On n'entendit plus la musique, et tout fut à recommencer. Alors, merci beaucoup pour cette lecture-là. On parle qu'on a tué beaucoup de monde. C'est que quand la télévision est arrivée, vous en avez parlé tantôt, quand la télévision est arrivée, et là, évidemment, ça fait beaucoup de ravages, on pourrait dire, aux Compagnons de Notre-Dame. Et bon, c'est parce que, évidemment, les gens étaient amenés ailleurs, parce que les gens regardaient aussi autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous, puisque vous avez vu la transition? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, pour les Compagnons, à cette période-là, évidemment, notre directeur, Gérard Robert, a été immédiatement engagé par Radio-Canada. Et donc, on a nommé un remplaçant à la direction. C'est Claude Colbert. Là encore, Radio-Canada est venu chercher, TVA. Et donc, et aussi, quelques temps après, nous étions hébergés par les pères franciscains qui payaient le salaire du directeur. C'était
quand même assez rare. Alors là, les franciscains se sont dit à un moment donné, ben, ça reviendrait plutôt à la ville là, de soutenir la troupe de théâtre. Donc, on a perdu notre endroit, la salle Notre-Dame. On a commencé à aller jouer à l'Académie de la Salle à ce moment-là, au Club Radisson. On se promenait d'un endroit à l'autre, on cherchait un endroit pour s'installer. Et finalement, ben, M. Jean Larry, qui était directeur du parc de l'exposition à cette période-là, ben, il nous a offert une petite maison. Ces petites maisons qui étaient là, qui avaient servi pour l'armée dans le temps de la guerre. Parce que sur le terrain de l'exposition, vous êtes trop jeune, vous ne savez pas ça, là, mais on a eu des soldats allemands qui ont été prisonniers sur le terrain de l'exposition. Alors, il y avait toutes sortes de petites maisonnettes. Donc, une de ces petites maisonnettes-là nous a été prêtée pour nous loger. Alors, à ce moment-là, on a commencé à jouer. C'était un théâtre de poche. Alors, on a fait quand même plusieurs saisons à ce théâtre de poche-là. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans la ville de Maurice-Duplessis. On était dans la ville de Maurice-Duplessis. On s'est dit, on a souvent dit que Duplessis n'aimait pas tellement la culture. Et pourtant, c'est dans cette ville-ci, c'est dans ces années-là, les années 40, 50, début des années 60, que vous avez senti une effervescence culturelle extraordinaire. Oui, oui, et Maurice Duplessis, il reste quand même que le conseil d'administration des compagnons allait à chaque année à Québec chercher des octrois. On avait quand même de l'aide du gouvernement du Québec. Tant que Maurice Duplessis a été là, il nous a aidés. Oui. Alors, la vie culturelle à Trois-Rivières, donc les compagnons. Alors, je vous ai parlé de l'Opéra national du Québec. Et le groupe des compagnons, c'était vraiment un foyer culturel. Alors, on avait beaucoup de visites de Montréal. Par exemple, dans mes souvenirs, il y a le grand écrivain Daniel Robs, pas n'importe quoi, hein, qui est venu donner une conférence chez les compagnons. On avait des troupes professionnels aussi qui venaient de Paris, qui venaient nous visiter. Même Félix Leclerc a fait ses premiers pas avec vous autres. Oui, alors Félix Leclerc, dans les années 50, je me retrace un petit peu parce que je me suis mariée en 56, puis en 55, je me suis fiancée, puis Félix Leclerc était chez nous au Théâtre des Compagnons à ce moment-là. Alors, parce qu'il avait une grande amitié pour notre directeur artistique, Gérard Robert, et nous avons commencé à monter des pièces de Félix Leclerc. Alors, on a monté Maluron, Sens Unique, et je me rappelle de Félix qui venait sur la scène de la salle Notre-Dame et qui avait sa guitare et qui nous chantait ses chansons. Puis après la soirée, nous allions dans le sous-sol de chez Louise Lajoie, qui est maintenant, rue Bonaventure, qui est maintenant le Zénobe. Alors, Félix a été très près de nous dans ces années-là. Bon, est arrivé, bon, la télé, mais est arrivé aussi Michel Tremblay. Alors, vous autres qui avez appris à bien parler, à bien prononcer, à jouer au théâtre, moi ici, là, avec Michel Tremblay, au Québec, il y a eu une grosse transformation, et pour vous autres aussi. Oui. De quelle manière? Alors, la photo, je la trouve belle. J'ai essayé de lui couper la tête, j'aurais trouvé ça plus intéressant, mais je ne suis pas bonne, hein? Alors, j'aurais aimé. Alors, ça, c'est une photo qui a été prise dans une pièce que Roland Lambert avait montée, qui était La petite vie maudite. La vie maudite. C'est ça. Ah, alors, donc c'était une pièce. Alors, Roland m'avait donné un superbe de beau rôle dans cette pièce-là, et c'est une photo que j'ai toujours adorée. Alors, je m'excuse, je pense que je suis allée ailleurs que ta question. Ben, écoutez, ça va avec les questions ici. Vous nous faites voyager aussi. Alors, je parlais de Tremblay, la manière dont ça vous avait forcé, vous autres, comme comédiens, à changer un peu la façon de jouer. Oui, évidemment, au Conservatoire La Salle, quand j'ai fait mes études là, je ne me souviens pas qu'on ait travaillé du Tremblay là, à cette période-là. Mais il reste quand même qu'on connaît tous l'histoire des Belles-Sœurs, quand Tremblay a présenté sa belle-sœur, tout le changement que ça a apporté, le petit mini-scandale qui s'est produit à Montréal dans les troupes de théâtre à ce moment-là, parce que, évidemment, on avait l'habitude de jouer beaucoup de textes français, alors sur les scènes de Montréal, on avait l'accent, et quelquefois même l'accent français. Au Conservatoire La Salle, c'est aussi, là, on travaillait la diction, l'interprétation, alors on n'était pas dans le Tremblay. Mais il reste quand même que Tremblay, ça n'a pas été long qu'il a fait sa place, à cause de son talent dramatique, la façon dont il bâtissait ses pièces.
toujours, ces pièces ont eu beaucoup de succès. Et chez les Compagnons, on a monté beaucoup de pièces de Tremblay. Au Théâtre des gens de la place aussi. Alors, ça reste toujours que Tremblay, c'est une valeur sûre. À chaque fois qu'on choisit Tremblay, on a toujours un beau succès. Et je vous ai vu jouer un jour dans les Belles-Sœurs. Oui. Il y avait Roland qui faisait Germaine Lauzon, il y avait Mme Montreuil qui faisait, je sais quelle était son C'était ma compagne. Oui, celle-là était ma compagne. Il y avait dans les bars? Non? Oui, pas elle. Pas elle, non, pas elle. Il y avait Carole Lafrance. Okay. Bon, alors, il y avait Mireille, il y avait... il y avait... évidemment, Roland. Et c'est M. Arsenault qui était notre metteur en scène. Oh, je l'ai supplié de me donner un rôle. Il vous a donné un beau rôle, celle qui avait envie d'avoir du fun. Je me souviens, là. Elle s'est donné des permissions, puis là, oh. Oui, on avait un café à ce moment-là, en haut de la librairie Archambault. Alors, à un moment donné, je vois M. Arsenault. J'ai tenté ma chance et j'ai été chanceux. Avoir su que Mme Montreuil était là, puis elle a dit, vous allez plus jouer votre scène. Oui, ça allait être amusant parce que vous étiez absolument adorables, toutes les deux là-dedans. Mais vous allez jouer votre fille qui va avoir du fun. OK, alors évidemment, dans Les Belles-Sœurs, comme dans tout le théâtre de Tremblay, tous les personnages sont toujours intéressants. Et c'est une de ces grandes forces à Tremblay de choyer ces comédiens, ces comédiennes, leur donner toujours des beaux personnages à développer. Alors, dans Les Belles-Sœurs, là aussi, c'était tous des beaux personnages. On avait chacun notre moment de gloire où il y avait des beaux textes. Alors, avec Stella, c'était deux vieilles filles qui restaient ensemble, deux bonnes vieilles filles, bien pieuses, comment on appelle ça, de bénitier, des grenouilles. Des grenouilles de bénitier. Alors, madame, alors c'était deux personnages, donc Angéline et Réona. Alors, Stella jouait le rôle de Réona et moi j'étais le personnage d'Angéline. Alors, Angéline, elle aussi, là, était très pieuse, une très bonne personne, mais à un moment donné, elle a découvert ce que c'était que de sortir un petit peu, parce qu'il y a Pierrette, qui était la dévergondée là, du groupe, et qui chantait dans un club, et à un moment donné, elle a un petit peu amené Angéline dans ces clubs. Alors, c'est un petit peu un petit monologue d'Angéline. C'est facile de juger le monde. C'est facile de juger le monde, mais il faut connaître les deux côtés de la médaille. Le monde que j'ai rencontré dans ce club-là, c'est mes meilleurs amis. Il n'y a jamais personne qui a été fait comme ça avant. Même pas Réona. Avec eux autres, j'ai du fun. Avec eux autres, je ris. J'ai été élevé dans les salles paroissiales par des sœurs qui faisaient ce qu'ils pouvaient, mais qui ne connaissaient rien, les pauvres. J'ai appris à rire à 55 ans. Comprenez-vous? J'ai appris à rire à 55 ans. Puis, par hasard, parce que Pierrette m'a amené dans un club un soir. Oh, je ne voulais pas y aller, à être obligée de me tirer par ma queue de côte. Mais c'est tout que j'étais rendue là, par exemple. J'ai compris ce que c'était que d'avoir passé toute une vie sans avoir de fun. Tout le monde ne peut pas avoir de fun dans les clubs. Mais moi, j'aime ça. C'est bien sûr que c'est pas vrai que je prends juste un coke. Quand je vais là, je ne prends pas juste un coke. C'est bien sûr que je prends de la boisson. J'en prends pas gros. Mais ça me rend heureuse pareil. Je fais de mal à personne. Je me paye 2 heures de plaisir par semaine. Il fallait que ça m'arrive un jour. Je le savais que je finirais par me faire poigner. Je le savais. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? On devrait pourtant avoir le droit d'avoir un peu de fun dans la vie. Non, je me suis toujours dit que si je me faisais prendre, j'arrêterais d'aller au club. Mais je ne sais pas si je vais être capable. Et on n'acceptera jamais ça. Réona vaut mieux que Pierrette. Fini les vacances.
C'est magnifique parce que dans ce monologue de Tremblay, on voit tout ce que nous apporte Tremblay, c'est-à-dire des personnages pleins de contradictions, qui sont en conflit et qui ont à prendre des décisions à un moment donné, puis pour se libérer, pour avoir là du plaisir, mais en prenant cette liberté-là, il y a encore un conflit et on voit que la solution trouvée, ça met encore un conflit parce qu'il y a un rêve auquel on va devoir renoncer. Alors c'est la force de Tremblay, à un moment donné, de nous amener des personnages qui sortent, on pourrait dire, de la pièce, qui sortent du théâtre, qui sortent de l'interaction avec les autres personnages pour arriver seuls et dire ce qui les habite, et dans le fond, pour avoir à dire ce qu'elles ont à dire, qu'habituellement, on ne leur permet pas de dire. Et c'est ce cri-là au nom du plaisir, on est bien d'accord, mais là, on dit, Mais vous avez demandé à un moment donné, dans l'un de mes cours du théâtre, de lire aussi un texte, un extrait d'une pièce de théâtre que j'avais vue de Michel Tremblay, encore une fois, qui s'appelait « Le fragment de mensonge inutile ». Et là, on était encore une fois avec un personnage qui était plein de contradictions, mais qui en même temps réclamait le droit de penser ce qu'elle avait à penser, mais sauf que, là encore une fois, ça l'amène vers toutes ces contradictions de femmes, contradictions à l'époque, mais contradictions aussi de mère, parce que, évidemment, le prêtre, l'aumônier à l'école, a soupçonné le garçon d'avoir des amitiés particulières, donc il devait faire quelque chose avec l'ami, et là, la mère, elle aurait été demandée, on l'a invité à aller voir l'aumônier, et qu'est-ce qui se passe? C'est ça que vous dites à l'aumônier. Jamais je parlerai d'une chose comme ça à mon enfant. M'entendez-vous? Jamais. Comment voulez-vous que j'aborde ça avec lui? Puis vous n'êtes même pas sûr vous-même. Il vous a même pas plus parlé à vous qu'il m'a parlé à moi. Si c'était pas ça son problème, hein? Et si c'était moins grave, comme il dit lui-même, si vous le soupçonniez de quelque chose qui n'existait même pas, si vous étiez en train d'y mettre des choses dans la tête qu'il ne connaît même pas, y avez-vous pensé à ça? Ben non. D'abord que vous le trouvez coupable de quelque chose de grave, vous êtes content. Vous avez joué votre rôle de curé. Un beau gros péché, hein? Dur à avouer, puis dur à pardonner. Vous aimez ça, chercher des choses comme ça dans la vie des autres, puis les trouver, même s'ils ne sont pas là. D'abord, pourquoi vous étiez sûr de vous? L'avez-vous surpris en train de faire des choses pas correctes? Oh non, vous le dites vous-même. Vous avez juste des soupçons. Vous avez juste des soupçons. Vous m'appelez. Vous me donnez rendez-vous ici. Puis vous me tombez dessus avec une chose que vous pensez avoir devinée chez mon garçon. Parce qu'il ne fait pas de sport, puis qu'il a le sens de l'humour. Excusez-moi, je manque de politesse avec vous. Je vous manque de respect. On m'a toujours enseigné à respecter les curés, puis là, qui vous grimpent des faces. Écoutez, il y en a déjà un dans la famille. Il est malheureux comme les pierres. Puis je voudrais pas que ça arrive à mon garçon. C'est normal, non? Vous êtes capable de comprendre ça, au moins? Je veux pas. Je veux pas voir mon garçon se grimer, se mettre des perruques sur la tête, puis se coudre des robes comme son oncle fait depuis des années. Même si j'adore son oncle, puis que je l'ai accepté depuis longtemps. C'est vrai que lui non plus, il faisait pas de sport, puis il avait le sens de l'humour. Écoutez, c'est pas parce que je veux pas le savoir, mais c'est parce que je veux pas que ça arrive à mon enfant, c'est clair, non? Je veux pas qu'il fasse rire de lui toute sa vie comme l'autre. Je veux pas qu'on le traite comme si c'était un criminel. Je sais que c'est un crime pour vous, ça, cette affaire-là, pour la religion aussi. C'est ça qu'on m'a appris à moi aussi, à condamner, puis à me moquer.
Mais moi, je suis sa mère. Et je ne pourrais pas le condamner, même si vous me l'ordonniez. S'il vient me voir, s'il me parle, s'il se confie, je ne sais pas, je vais l'écouter. Comme j'ai écouté l'autre, il y a bien longtemps. Je ne sais pas. Ça va me mettre dans un état. Mais une chose que je sais, par exemple, je ne viendrai certainement pas vous demander conseil à vous. Je vous manque encore de respect. Mais avouez que vous avez couru après. Ça se fait pas mettre un soupçon dans la tête d'une mère comme ça quand on n'a pas de preuves. Mettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on y soutire les verres du nez malgré lui, comme vous avez essayé de le faire hier? Qu'on le torture pour qu'il avoue? S'il nous résiste? Mais après, mon père, après, c'est moi qui vais avoir à vivre avec ça. Jour après jour, c'est pas vous. Mon Dieu me l'a rendu égoïste. Je pensais rien qu'après, au lieu de penser à lui. C'est lui qui aurait à vivre avec ça, les préjugés, les moqueries. Mais c'est moi que ça tuerait, parce que je suis moins fort qu'eux. J'ai vu son nom passer à travers les affaires épouvantables. Faire semblant que rien ne touchait, alors que tout le bouleversait. Je l'ai vu rire quand il aurait eu besoin de pleurer. Je l'ai vu faire face à des insultes incroyables. Survivre tout le temps, malgré tout. Puis vous venez insinuer que ça pourrait arriver à mon garçon, que j'aime plus que tout au monde. Je veux pas, m'entendez-vous? Je veux pas le voir vivre ça. Et puis, si ça arrive, attendez-vous pas à ce que je vienne vous demander conseil, hein? Vous aimeriez trop ça. Si ça arrive, écoute donc, je le vivrai avec lui. Envers et contre tous. Puis que j'en vois pas un essayer de mettre la main sur lui, hein? C'est moi sa mère qui vous le dit. Laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Il vous a rien fait, laissez-le tranquille. Je vous entends, puis je trouve très émouvante. Comment on se prépare à lire un texte, à apprendre un texte? Comment on apprend? Comment vous vous y prenez? Comment vous y prenez pour essayer d'entrer dans un texte comme ça? D'abord, le rôle du metteur en scène est extrêmement important. Alors, quand le metteur en scène choisit une pièce, il y a beaucoup de lectures qui se font autour de la table. On étudie les personnages. Alors ça, c'est la base. Alors on réfléchit vraiment sur le personnage. Et il y a toujours, évidemment, le metteur en scène, c'est comme un chef d'orchestre. Il doit voir à ce que tous les personnages s'imbriquent l'un dans l'autre et que ça devienne cohérent, fantaisiste et que la pièce se tienne. Alors la base, c'est ça, c'est le metteur en scène qui est le grand chef d'orchestre. Mais là, vous l'avez lu. Mais quand il faut que vous l'appreniez, qu'est-ce qui se passe? Comment vous y prenez? Pour la mémorisation. Isabelle Blais m'avait dit qu'elle faisait sa vaisselle, puis là, quand elle disait, bon, je dis des choses comme ça, ensuite ça, je les essaye comme ça, ensuite ça, je les essaye comme ça. Alors, elle essayait de se répéter, elle se faisait des répétitions elle-même. Elle arrive à dire, si on avait regardé, on aurait trouvé que j'étais une vraie folle. Il y a beaucoup de comédiennes ici, là. Oui, alors, je pense que chacune doit avoir sa façon personnelle de travailler, mais c'est sûr que quand on accepte un personnage, ben, automatiquement, c'est la chose qui devient la plus importante dans notre vie. Alors, tout le reste, là, est en attente. Et toute la journée, Mme Blais a raison de dire, on fait la vaisselle, on fait l'époussetage, on fait quelque chose, on est dans la voiture, on se promène, mais il y a toujours le personnage qui est là et on essaye d'abord de vivre avec le personnage. Et la mémorisation, ben, avant, on avait des soufflards, mais à un moment donné, les soufflards sont disparus. Alors, ce n'est plus à la mode, des soufflards. Dans les premières années qu'on faisait du théâtre, il y avait des soufflards.
Et là maintenant, on travaillait, les dernières fois, on travaillait avec des cassettes. Alors déjà, il y a du progrès. Là. Alors pour nous, là, dans nos troupes de théâtre à Trois-Rivières, alors aux répétitions, les autres comédiens, on enregistrait. Et donc on pouvait, tout en conduisant dans la voiture, c'est dangereux. Hein? Alors on répétait nos personnages. Je vous dis, même si on faisait du théâtre amateur, les personnages, on travaillait ça de façon très sérieuse. Je pense que ça faisait partie de notre vie, c'était prioritaire. Le reste, c'était secondaire. Alors, Madame Lebel, qu'est-ce que c'est jouer au théâtre? Qu'est-ce que c'est pour vous incarner un rôle? Qu'est-ce que c'est le théâtre pour vous? Ça, c'est une question philosophique. Est-ce que c'est une question philosophique? Oui, je peux m'en permettre au moins une, même si vous avez dit que vous n'étiez pas philosophe. Oui. Qu'est-ce que c'est jouer au théâtre? Qu'est-ce que c'est le théâtre? Qu'est-ce que c'est le théâtre? Qu'est-ce que c'est le théâtre pour vous? Qu'est-ce que c'est aller au théâtre? Qu'est-ce que c'est voir un personnage incarné sur une scène avec d'autres personnages? Qu'est-ce que c'est le théâtre? Alors, si je regarde du côté de la comédienne, évidemment, quand on a le privilège, le bonheur d'être choisi, Madame Fessing. 10 minutes. Okay. Alors, quand on a le privilège d'être choisi, ben, je pense que c'est un grand bonheur. Et chaque comédien qui sont ici, on va dire, on accepte un personnage, c'est 3 mois de répétition, 3 mois de travail pour préparer, et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai fait pendant plusieurs années, et comme j'ai quand même eu la chance d'avoir presque 35 personnages que j'ai pu jouer là, à cause de la possibilité des troupes à ce moment-là. Depuis quelques années, j'en fais un petit peu moins, mais... C'est le message que vous lancez. Malheureusement, ma santé ne me le permet pas, mais les derniers personnages que j'ai pu interpréter, c'est avec les Belles-Sœurs et avec Rolande aussi. Alors bon, donc c'est comme plaisir de faire du théâtre, c'est extraordinaire. Et j'ai enseigné, j'enseignais dans les écoles secondaires, et quand les troupes avaient, quand on pouvait faire jouer les étudiants, faire partie d'une pièce de théâtre, ça reste leur meilleur souvenir. Alors, elles ont étudié à l'école secondaire toutes sortes de matières, mais elles ont fait du théâtre, et ça, elles ne l'oublieront jamais. C'est vrai, celle-là, tu en as fait toi aussi. Avec toi? Oui, oui. Tu m'enseignais le théâtre. Oui, parce qu'à un moment donné, j'enseignais à l'école normale, et... Elle est jeune ou oui, ben, du métier? Elle est à l'école normale, et j'avais, bon là, j'ai monté La Cantatrice Chauve, j'ai monté le Journal d'Anne-Franck, quelques pièces, et à un moment donné, je voulais monter Ma Petite Ville. Et bon, j'avais besoin d'un rôle masculin, alors on nous a permis d'emprunter des comédiens de l'école normale du Plessis. Et Stella était une jeune étudiante à l'école normale du Plessis. Alors évidemment, elle a décroché le premier rôle. Ça n'a pas été long. Alors c'est là que j'ai... Oui, c'est là que j'ai connu Stella, mon frère. Et bon, écoutez, le temps file, mais je voulais qu'on parle aussi, vous avez joué beaucoup, et vous êtes arrivé entre autres à Romfort. Vous avez joué à Romfort dans La Maman de la Gare, et là, à Romfort, on sait que c'est un théâtre expérimental. Ça a été quelqu'un de très important avec d'autres. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant pour vous avec Romfort? Dans Romfort, là aussi, c'est un auteur qui jouait beaucoup avec les mots. C'est une évidence, tous les écrivains jouent avec les mots, mais Romfort, il nous amenait lui aussi dans des niveaux de langage différents. Alors, il pouvait commencer sa phrase avec un langage très soigné, et évidemment, là, à un moment donné, on se ramassait dans les bas-fonds, quasiment, là, du langage. Alors, et là aussi, ces personnages à Romfort, c'était toujours très intéressant de travailler pour les comédiens. Alors, on avait monté L'Amant de la Gare avec Jean-Pierre Romfort. Là, vous vouliez me faire jouer un personnage, parce que là, vous allez vous donner un extrait. Mais comme j'ai vu qu'il y avait des comédiens dans le coin, j'ai attrapé Martin, je sais plus où il est rendu. J'ai dit, Martin, il va jouer mon rôle. Alors, il est capable, au pied levé, de jouer Mission. Alors, je vais lui donner ma place. Je vais lui donner ma place. Il va jouer Mission. Alors, Martin, quand il était encore un jeune homme,
très très jeune homme. On avait joué ensemble dans une belle pièce. À Val-des-Maudes. À Val-des-Maudes, c'est la première. Oui. Du haut de mes 16 ans. Oui. Et on faisait mon fils. Ouais. Et on s'est retrouvés avec bonheur dans un air de famille. Ah oui, c'était bien ça. D'ailleurs, tu vas voir, tantôt, j'ai choisi une très belle photo avec toi au moment où je t'embrasse. Ah, tu étais pas belle. J'ai cette photo-là aussi. Alors, cette pièce-là, c'est donc, c'est la mandragore. Alors, la mandragore, c'est un fruit qu'on peut utiliser quand une femme a de la difficulté à devenir enceinte. Alors, le personnage de Sostrata, qui est la mère, voudrait bien que sa fille devienne enceinte. Mais son mari, Nicia, ça ne marche pas. Alors, donc, elle va s'organiser pour lui faire manger de la mandragore. Et là, à un moment donné, elle va avec Nicia, le mari. Donc, elle va répéter une petite scène pour essayer d'organiser sa fille. Là. Alors, Nicia, donc, qui est mon gendre, mais là, il va jouer le personnage d'une autre personne. Alors, vite, mon gendre, pour affronter de telles circonstances, vous devriez bondir comme le lièvre. Vous traînez au sol comme un escargot. Belle-mère, nous avons le temps. Je suis sûr qu'elles ne sont pas encore rentrées de la cathédrale. Bah, et alors? Préparer le terrain, dresser l'embuscade, fourbir ses arbres avant de déclencher l'attaque, n'est-ce pas l'essentiel quand on veut gagner une bataille? Mon gendre, avec tous vos diplômes, vous êtes un peu tout brou. Ne répliquez pas. Rentrez chez vous. Et dites-moi si ma fille y est. Si elle y est, je prends mon élan, je fonce et j'enlève la place en un clin d'œil. Si elle n'y est pas... Elle n'y est pas. Ah, parfait. Nous répéterons donc notre numéro. Mettez-vous là. Vous êtes ma fille. Voyons un peu ce que je pourrais vous dire. Je vous écoute. Mon enfant, je suis ta mère. Tu sais combien je t'aime et combien je t'ai toujours aimé. Eh bien, répondez. Oui, maman. Très bien, très bien. Le temps est venu pour toi de prendre une décision. Quelle décision? Tu veux être mère? Ah oui, oui, de tout mon cœur. Si tu veux être mère, bois la mandragore illico. Et dépêche-toi de mettre dans ton lit un autre genre de bébé à poil que ton couillon de bâton mou de cube de bière de Marie. Oh, madame Sustrata, vous m'insultez. Je ne vous insulte pas, je parle à ma fille. J'ai le droit de parler à ma fille comme ça me chante, non? Je continue. Vas-y, Lucrétia, donne-toi de l'avant, charge, sur le dos, sur le ventre, à quatre pattes en levrette, à califourchon, les pieds au mur, toute la gymnastique du Kama Sutra. Il n'y a pas de levier inutile pour faire sauter une digue. Et la mandragore, c'est toutes les digues de Toscane qui vont éclater d'un morceau de seul coup. Mais c'est épouvantable ce que vous dites là, c'est l'enfer. Ma fille, il n'y a pas d'enfer qui compte une fois qu'on a décidé d'aller de l'avant. Belle-mère. Écoutez-moi bien, ma fille, je te préviens. C'est ta dernière chance. Si tu ne profites pas de cette occasion pour te faire endosser, je me débrouillerai pour faire casser ton mariage à la cour de Rome. Oh, vous ne feriez pas ça. Oui, ma jolie, c'est ce que je ferai. J'ai pour ami de cœur le cardinal Viviana, qui tient le registre des annulations. Je casserai le mariage. Casser mon mariage? Alors donc vous n'en êtes pas capable. Licia Calpucci, c'est vous qui m'insultez? Regardez-moi. Croyez-vous que je manque de matière ici et là au point d'être incapable de mener à ma botte un cardinal romain? Mais je m'égare. Parlez, ma fille. Ma mère, vous me traumatisez. Je vous ai toujours regardé comme un modèle d'honnêteté et de sagesse. Je découvre aujourd'hui que vous êtes une étaïre, une courtisane de Sardanapale, une Salomé aux 7 voiles. Je sens mon Oedipe bouleversé. C'est vous qui serez cause de ma prochaine Neverland. C'est pas grave, ma fille, c'est pas grave, on en échappe toujours.
Quand tu auras un enfant dans le ventre, tu t'occuperas plus de savoir si ta mère est quel putain. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Allez-vous finir à la fin des fins, madame secrétaire? Ça va faire! Ah ben quoi, qu'est-ce qui vous arrive? Je m'entraîne, je me réchauffe les glandes salivaires, je prends mon élan. Est-ce que vous croyez pour de vrai que j'irai dire des bêtises comme ça à ma chère petite Lucretia? Oh, décidément, Calpouchi, vous êtes encore plus niaiseux que je pensais. Oh, excusez-moi, je croyais... Oh, c'était de l'entraînement. Oh, que je suis bête. Vous preniez votre élan, bravo, parfaite. Vous étiez parfaitement convaincante. Je suis sûr que vous emporterez le morceau. Oh, Dieu le veuille. Et s'il ne veut pas, on ira voir le diable. Ma chère belle-mère, plutôt que de vous entraîner au blasphème, rentrons. Merci, Martin. Merci beaucoup, Martin. Alors, c'était magnifique. Il faut finir cette première partie-là. Alors, je vous poserai comme dernière question, Janine. Bon, on a fait un peu le tour d'une certaine histoire. Évidemment, on n'a pas fait tout le tour. On pourra, dans la deuxième partie, évidemment, continuer à revenir sur certains moments, parce qu'il y a ici qui ont beaucoup de mémoire encore et qui peuvent nous aider à en avoir encore plus. Alors, on remarque ici qu'il y a une évolution au théâtre, une évolution des mentalités, qu'on est toujours en train de chercher un peu les mêmes choses, qu'on lutte toujours un peu pour un peu plus d'ouverture, un peu plus de liberté. Mais écoutez, je vous dis ça, mais c'est pas ça la question que je voulais vous poser. On est en 2018, vous êtes une consommatrice de culture, je sais que vous allez voir les pièces de théâtre, vous avez joué, vous allez au cinéma, vous faites partie du Ciné-Campus, du conseil d'administration, vous êtes, bon. Alors, la culture demeure importante, et la culture, on disait que dans les années 40-50, c'était quelque chose de très important à Trois-Rivières, mais en 2018, vous dites un peu la même chose, c'est-à-dire que vous remarquez, et vous en êtes un témoin, où la vie culturelle est fondamentale. Oui. C'est un milieu effervescent. Oui. Ben, Trois-Rivières, ville d'histoire et de culture. Alors, il y a de tout à Trois-Rivières. Un orchestre symphonique de grande réputation. On s'est fait voler notre directeur musical, l'Europe vient le chercher. Alors, des troupes de théâtre, la troupe des gens de la place, je pense que cette année, 25e anniversaire qu'on va préparer. La troupe des compagnons qui existe encore, le 100e anniversaire l'année prochaine. La troupe de théâtre Métamorphose. Alors, ce sont des troupes de théâtre on dit amateur, mais vraiment de calibre professionnel. Alors, parce qu'on travaille vraiment très sérieusement dans ces troupes de théâtre-là. Il y a une très bonne formation. Alors, le théâtre, la musique symphonique, Ciné-Campus, qui a des saisons extraordinaires. Et, bon, alors, la poésie, le festival de poésie, je pense qu'on touche à tout à Trois-Rivières. Et nos jeunes, qui ont extrêmement de talent, quand les metteurs en scène cherchent des comédiens, il y a des gens qui se présentent pour les rôles des jeunes qui ont beaucoup de talent. Alors, oui, il y a une effervescence à Trois-Rivières à tous les niveaux, au niveau de la culture. Je pense que c'est une ville extraordinaire pour demeurer. On peut sortir à tous les soirs, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et maintenant, il y a des grands cercles de philosophie où on rencontre des gens extraordinaires. Elle est séductrice jusqu'au bout. Alors, elle est vraiment comédienne. Non, c'est vrai. Écoutez, nous allons nous arrêter donc une dizaine de minutes pour la pause, comme il se doit. Et au début, tantôt, on pourra continuer évidemment la conversation. Et là, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez ajouter vos éléments de mémoire et poser une question d'ordre philosophique à Janine. Je te laisserai répondre aux questions philosophiques. C'est-à-dire que nous sommes là pour en parler. Là, quand même, vous avez voulu, à un moment donné, vous intéresser à Diderot. Diderot a parlé du théâtre. Vous savez que pour le 18e siècle, c'était sur le plan social, on a vu des films comme ça, on voyait qu'on faisait son théâtre. Mais Diderot s'est intéressé au théâtre parce que le grand genre, c'était entre autres
de dialogue là, à cette époque-là, mais c'était aussi le théâtre. Il a écrit le paradoxe sur la comédie. Et vous avez découvert en tout cas des réflexions de Diderot là-dedans qui sont encore pertinentes aujourd'hui, sur le talent, sur la vérité. Évidemment, quand le cercle de philosophie SOS m'a invité à participer à une soirée, ben, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose au niveau philosophique pour que ça fasse un petit peu plus... Alors, j'ai cherché, alors bon, le paradoxe sur le comédien de Diderot, 18e siècle, qui va parler de l'interprétation, du talent et tout. Évidemment, Diderot, c'est très loin, 18e siècle. Alors, la façon d'interpréter, tu m'arrêteras si je parle trop longtemps. Alors, la façon d'interpréter... Il faut leur donner aussi. D'accord, je vais essayer d'être rapide. Alors, la façon d'interpréter à cette période-là, c'était très différent. Si on invitait Sarah Bernard à jouer maintenant, on n'aimerait pas du tout sa façon de jouer. Alors, c'était très, très exagéré. Aujourd'hui, maintenant, l'interprétation est beaucoup plus simple. Alors, Diderot, au 18e siècle, il va parler de être vrai. Qu'est-ce que c'est que être vrai au théâtre? Est-ce que c'est y montrer les choses comme elles sont en nature? Aucunement. Le vrai, en ce sens, ne serait que le commun. Qu'est-ce donc que le vrai de la scène? C'est la conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un modèle idéal, imaginé par le poète, et souvent exagéré par le comédien. Voilà le merveilleux. Ce modèle n'influe pas seulement sur le ton, il modifie jusqu'à la démarche, jusqu'au maintien. De là vient que le comédien, dans la rue ou sur la scène, sont deux personnages si différents, évidemment. Alors, donc, c'est être vrai pour Diderot, qu'est-ce que c'était? Il va parler, un petit extrait ici que j'ai pris sur le talent. Qu'est-ce que c'était pour lui le talent? Alors, on est soi de nature, on est un autre d'imitation. Le cœur qu'on se suppose n'est pas le cœur qu'on a. Qu'est-ce donc que le vrai talent? Celui de bien connaître les symptômes extérieurs de l'âme d'emprunt, de s'adresser à la sensation de ceux qui nous entendent, qui nous voient, et de les tromper par l'imitation de ces symptômes, par une imitation qui agrandisse tout dans leur tête et qui devienne la règle de leur jugement. Car il est impossible d'apprécier autrement ce qui se passe au-dedans de nous, et que nous importe en effet qu'ils sentent, donc que le comédien sente, ou qu'ils ne sentent pas, pourvu que nous l'ignorions. C'est donc qui connaît le mieux et qui rend le plus parfaitement ses signes extérieurs, et d'après le modèle idéal le mieux conçu, c'est le plus grand des comédiens. Alors évidemment, depuis Diderot, là, comme je vous disais tantôt, l'interprétation a bien changé, parce que les grands comédiens de l'époque, aujourd'hui, on n'aimerait pas du tout de ce qu'ils font. Alors, il y a beaucoup d'évolution dans la façon d'interpréter. Oui, vous avez une question? Je voudrais juste suggérer que oui, ça c'est très très vrai, que la façon de jouer a changé, mais ça a changé avec l'arrivée du microphone et de la caméra. Et avec le tout premier cinéma, on a une intimité entre le comédien et la caméra qui est impossible sur la scène. Évidemment, mais on ne joue pas... le jeu de la scène, à cause de la projection, à cause de l'éloignement, ça demande un grossissement un peu aussi. Oui, là. oui, oui. Alors, tantôt, les textes que j'ai interprétés, ça aurait été mieux si ça avait été sur scène parce qu'il y aurait eu une distance. Alors, la voix, évidemment, que j'utilisais, c'était la voix qui a l'habitude de la comédienne qui est sur scène. Alors, peut-être qu'à un moment donné, la voix était peut-être trop forte. Tandis que, évidemment, au cinéma, c'est un autre médium. Alors, et la télévision aussi. Alors, l'interprétation évolue. Mais maintenant, au théâtre, il reste quand même que l'interprétation est beaucoup plus simple, beaucoup plus quotidienne. Alors... Oui, mais il y a toujours une nécessité de projeter. Oui. Il veut grossir le personnage pour la personne qui est le dernier banc de la salle, là, qui entend lui aussi. Oui.
c'est comme ça qu'on voit aussi que des fois, les comédiens ne savent pas dans quel médium ils sont. Parce que des fois, à la télévision, ils peuvent jouer trop gros. Et ils n'ont comme pas apprivoisé encore leur médium. Alors écoutez, s'ils sont gentils tantôt avec vous, vous allez nous permettre de fouiller dans votre boîte à portrait. Mais avant, on va prendre quelques questions et ensuite de ça, on va jouer dans votre boîte à portrait. D'accord. Oui. Alors, bon, je disais, tu as commencé le bal, alors on continue. Des commentaires, des questions, des remarques. Levez la main, puis on va vous apporter le micro. Je n'ai pas. Ben, écoutez, j'ai des milliers de questions encore à poser. Là. Oh, Oui, monsieur a une question. Avez-vous interprété des pièces classiques grecques de l'Antiquité? Dans mon expérience, Oui. bien évidemment, au Conservatoire La Salle, on travaillait beaucoup de classiques. Mais ici, sur les scènes de Trois-Rivières, chez les compagnons, chez les anciens compagnons, il y a eu beaucoup de... Ça a pris du temps avant qu'on joue les belles-sœurs chez les compagnons. Alors c'était Rostand, Molière, Corneille. On a joué le menteur de Corneille. On disait le mangeur de Corneille. À ce moment-là, il y a des gens qui ne comprenaient pas que c'était le menteur de Corneille. Alors oui, on jouait des classiques. Mais chez les compagnons, à un moment donné, on avait des lectures. Et bon, alors moi j'avais osé faire lire les Troyennes et des pièces de ce style-là, parce qu'il y avait des beaux rôles féminins là-dedans. Alors, mais sur la scène, on n'a pas travaillé les anciens auteurs classiques avant. Vous ne faisiez pas partie de la distribution des Troyennes de Sophocle qui a été joué à Saint-Mathieu-du-Parc. Non, malheureusement, et c'est Jacques Crête qui a étudié au Conservatoire La Salle les mêmes années que moi et qui après ça, qui a fait ses débuts au Théâtre des Compagnons avec nous, là, Jacques Crête, comme Rita Lafontaine aussi, hein, elle a fait ses débuts avec nous aux Compagnons. Alors, Jacques Crête, quand il est parti pour Montréal, quand il y a eu l'Expo 67, l'Expo 67 est venu chercher aussi beaucoup de nos grands talents de Trois-Rivières. Et donc, il enseignait pour le Conservatoire La Salle à Montréal. Il a fondé la troupe L'Égrégore. Alors, dans les manuels de théâtre que les jeunes étudient encore dans les écoles, Jacques Crête a une grande place. Et ça a été un grand succès là, quand il a monté les Troyennes à Saint-Mathieu. La province au complet venait voir... Même Jean Chrétien est allé voir ça. Même Jean Chrétien, imagine. Il disait que sa femme Aline aimait ça, ces affaires-là. Lui, c'était pas sûr qu'il aimait ça, mais Aline, elle aimait ça, ces affaires-là. C'est une artiste musicienne aussi. Oui. Oui, madame? Oui. Moi, je vais te demander, est-ce que tu vas jouer autant de comédie que de tragédie et qu'est-ce que tu préfères? Excuse-moi, Pierrette, j'ai pas compris. Pardon? Tragédie ou comédie? Tu viens dans les deux formes. Jouer la comédie ou jouer la tragédie, qu'est-ce que je préfère? Ben, tout dépend des textes, hein? Alors, si le texte sert le personnage et qui nous permet d'aller chercher beaucoup de choses, je pense que, je me souviens que j'ai travaillé Agrippine, là aussi, c'était quand même, il y avait du jus là-dedans, on avait des beaux caractères à développer, et ben, je pense que quand on aime faire du théâtre, pourvu qu'on ait un bon texte, un bon metteur en scène, des bons compagnons qui nous appuient, c'est toujours intéressant. Puis vous aviez le corps que vous êtes grande. Oui. Puis vous avez la voix que vous avez. Alors j'imagine que ça aussi, pour un metteur en scène, c'est un défi. Et pour une comédienne, c'est aussi, ça donne des rôles et ça n'en permet pas d'autres, peut-être. Ça m'a donné, je pense, l'opportunité de jouer souvent. Mon premier personnage, justement, Gérard Robert, avait choisi pour m'accompagner Claude Colbert. Alors, on avait vraiment un duo à la botte à botte à nous. Oui. Alors, c'était un personnage de comédie, évidemment, à ce moment-là. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Monsieur Poirier. Oui, j'avais une question, en fait, d'ordre un peu technique, mais je
pense que tous les comédiens sont confrontés à ce phénomène. Est-ce qu'au fil des ans, on finit par apprivoiser le trac? J'aimerais avoir des commentaires sur comment on apprivoise le trac. Si on l'apprivoise. Je pense que le trac est important. Si une personne qui n'a pas le trac, je pense que je pense que ça ne disparaît pas. En tout cas, pour moi, ça n'a pas disparu. Parce qu'il y a toujours la peur de manquer son texte, la peur qu'il arrive un problème. Mais on passe par-dessus ça. C'est un bon plan. Oui, oui. Alors, je me souviens d'une pièce où j'avais fait la mise en scène et la comédienne a complètement perdu son texte. Et à ce moment-là, on avait des souffleurs. Et la personne qui était dans la coulisse pour souffler, elle n'arrivait pas. Donc la comédienne sur scène n'a pas été capable de reprendre son texte. Elle est obligée de sortir de la scène et puis de revenir en pleurant après. Alors c'est des choses qui peuvent arriver. Mais maintenant, il reste quand même que il y a plus de moyens techniques aussi. Mais au théâtre, on joue vraiment sans filet de sécurité. Contrairement au cinéma, où le cinéma, ça va toujours être des petites scènes. Chaque scène peut être prise 20 fois, 30 fois, selon les besoins du metteur en scène, du réalisateur. Mais au théâtre, vous êtes là et vous devez faire face à tout ce qui peut arriver. J'entendais l'autre jour Denise Filiatro dire qu'elle ne voulait plus jouer parce qu'elle avait peur de perdre son rôle, de perdre la mémoire. Elle disait c'est un engagement. Jouer au théâtre, c'est un engagement à l'égard des camarades, vous en avez un peu parlé tantôt, c'est un engagement, c'est une responsabilité, il faut être capable de tenir le coup. Et vous avez ce sentiment-là aussi. Oui, un instant. Oui, alors, ça sera toi. Oui, parce que moi, évidemment, j'ai été gâtée au théâtre, j'ai eu des beaux rôles à cause au moment où je pouvais jouer. Et la dernière pièce que j'ai jouée, c'était dans Les Belles-Sœurs en 2009. Et à ce moment-là, ben, j'ai découvert qu'il y avait un cancer qui se développait. Alors, donc, depuis ce moment-là, j'ai pas été capable d'accepter d'autres rôles parce que j'avais des traitements. Alors, je savais jamais là, si je pouvais être disponible. Donc, oui, il y a une responsabilité vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis les personnes, l'équipe. Alors, on prend un engagement et il faut le respecter. Alors, Mme Filiatro a raison. Alors, il y a une question. Mme Lebel aussi. Oui. Au sujet des tracts. Il y a une histoire célèbre qui nous vient de Sarah Bernard, justement. Elle est en train de discuter du tract avec une jeune comédienne qui lui a dit « Oh, moi, je n'ai jamais le tract. » Et Sarah Bernard lui a dit « Inquiétez-vous pas, ma petite, ça viendra avec le talent. » Très bien, merci. Merci. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres souvenirs aussi. Parce qu'on a parlé de la vie culturelle à Trois-Rivières, on a parlé de la présence du théâtre, il y en a qui ont vécu ce théâtre-là de l'intérieur, il y en a qui le vivent encore, il y en a qui sont encore très présents culturellement. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être des choses à ajouter, des commentaires. On est là, on est dans un cercle de philosophie, mais le cercle, c'est aussi un lieu d'échange, lieu de questionnement, mais un lieu d'échange. Alors vous avez peut-être des souvenirs aussi. Martin a une question. Oui, Martin. Oui, j'ai une question. Janine en a beaucoup parlé du théâtre comme évidemment lieu d'interprétation, une occasion de produire un spectacle. Mais j'aimerais aussi avoir ton point de vue sur le théâtre comme milieu de socialisation. Tu disais tantôt qu'on passe parfois 3 mois avec une équipe, les mêmes gens qu'on retrouve toutes les fins de semaine. On passe des heures avec ces gens-là. Ça devient des gens qu'on voit presque aussi souvent que nos propres familles respectives. Comment tu as vécu chacune, peut-être pas en détail chacune, mais cette expérience-là de théâtre comme lieu de socialisation? Je pense que ça fait partie vraiment de la vie du théâtre. Alors, on embarque dans une pièce, on travaille 3 mois ensemble, ça fait une famille. Et ça devient des amis. Alors, et quand on quitte le dernier soir, la dernière représentation, ben, c'est un grand deuil à faire. Alors, il y a vraiment là, une période de dépression après. Là. Alors, moi, pendant que je faisais du théâtre, il fallait que je continue mes études. Alors, j'enseignais, j'étudiais à l'université, je m'occupais de mes 4 enfants.
Heureusement, j'avais un mari qui me secondait beaucoup parce que j'aurais pas pu faire ça, mais il reste que le théâtre, à ce moment-là, c'était primordial. On pouvait faire tous les sacrifices pour jouer. Alors, non, c'était un lieu de socialisation, c'est sûr. Il y en a qui ont développé je ne sais pas s'il y a eu des couples qui se sont faits au théâtre. T'en rappelles-tu? Des mariages? Les couples se font, se défont et se refont. On va garder ça au théâtre. Alors, on va garder ça secret. Mais c'est sûr que, évidemment, on vit ensemble pendant 3 mois et il se développe des liens extraordinaires. Oui, Madame Montreuil. Janine a parlé tout à l'heure. Je pense que j'en ai pas besoin. Je pense que On vous entend pas. Non, bravo. C'est parce que la caméra veut prendre en photo, oui, mais le son. Tout à l'heure, tu disais à quel point c'est important pour les jeunes de faire du théâtre, qu'ils s'en souviennent toujours. Mais je pense que c'est aussi important. Il y a des gens qui se dévoilent à un moment donné, pas juste quand ils sont jeunes, mais au cours de leur vie. Et je pense que c'est un élément qui est important parce que le théâtre, ça nous touche personnellement et ça reste pour la vie. Alors qu'on le tente quand on a un grand âge ou quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, je pense que c'est pas important. Et tu es un témoin vraiment privilégié de cette façon de faire parce que tu as passé ce goût du théâtre à bien des élèves, autant par la diction que tu as enseigné que par le théâtre. Alors je pense que tu es vraiment une grande fan de théâtre. Et, moi, Les Belles-Sœurs, c'est un souvenir exceptionnel parce que je l'ai accepté, ce rôle-là, parce que c'était toi. Parce que ça me rappelait les années que j'avais faites avec toi comme première montée sur scène. C'était une richesse, un cadeau, et je t'en remercie publiquement parce que ça a été un véritable bonheur. Alors merci, Janine Lebel, pour ça. Cette grande dame du théâtre dont on est très fiers à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci. Et je peux dire que si j'ai eu le rôle, Luc, c'est parce que Stella avait accepté. Alors, parce que on faisait un bon coup. Oui. C'est parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir moi j'avais pas l'habitude d'avoir le théâtre. Et là, d'avoir le théâtre et avec moi, oh là, c'est un duo d'enfer. Oui. Mais comme je disais tantôt, Tremblay, c'est sa force. Tous les personnages sont toujours intéressants et chaque personnage peut toujours avoir, comme on dit, son moment de gloire sur la scène. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petit rôle au théâtre, mais chez Tremblay, c'est encore plus vrai. Oui, madame. Pierrette? Oui, c'est une observation. C'est que je dois dire que moi, quand nous avons au théâtre, même si je suis déçue de la pièce, je m'attends au jeu des comédiens. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les comédiens jouer, même si la pièce me déçoit. Alors, je tiens à dire ça aux comédiens. J'aime beaucoup regarder les choses. Oui. Mais à Trois-Rivières, on est vraiment choyés. Il y a des comédiens extraordinaires. Pour dire Roland Lambert, combien ça fait d'années que Roland joue. C'est une comédienne extraordinaire. Carole, Mireille, il y a du talent à Trois-Rivières, c'est extraordinaire. Martin, et les troupes de théâtre, le théâtre des Champs de la Place, le théâtre des Nouveaux Compagnons, le théâtre Métamorphose, la 42e rue. Alors, il y a un foisonnement de talent à Trois-Rivières assez extraordinaire. Et on dit que c'est semi-professionnel, mais moi je dis que c'est devenu pratiquement professionnel. Absolument. Et j'ai eu la chance à un moment donné d'assister, on m'avait invité à faire ça, à aller à, pas une avant-première, mais en tout cas une pratique pour évidemment qu'on puisse faire des remarques sur le jeu. Et j'ai pu voir entre cette pratique-là, où les choses n'étaient pas encore tout à fait au point, et la première, des changements extraordinaires. Alors les gens apprennent, les gens travaillent, les gens sont rigoureux aussi, tant quand on parle de scénographie que de mise en scène, que de jeu. Alors on est dans le grand théâtre et Trois-Rivières nous donne ça. Nous donne ça et vous êtes l'un des artisans, il y en a d'autres ici qui l'ont donné, entre autres
je parle de Incendie que j'ai vu dernièrement, j'ai vu le film, j'ai vu la pièce de théâtre à l'origine, mais cette interprétation-là, elle était magistrale et je pense qu'elle n'avait pas rougi de toutes celles qui venaient avant. Alors, parce que les gens avaient bien travaillé, il y avait du professionnalisme là-dedans. Bon, je pense. Alors, il y a Carole qui a joué dans Incendie, il y a Rolande Lambert qui a joué dans Incendie. Alors, ils ont été chanceuses de jouer dans cette pièce-là, qui est une pièce extraordinaire. Mais c'est une langue aussi. Oui. Alors là, il fallait apprendre la langue. C'est comme, oui. On n'était pas dans du tremblé. Alors, une autre question, on va passer à la boîte à portrait. C'est pas une question, mais parce que je ne sais pas, vous allez passer aux photos? Oui. C'est ça? OK, ben, il est temps que je fasse mon commentaire. Quelques petites photos. Merci infiniment, Jeannette, d'avoir accepté l'invitation de Gérard. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait, je ne sais pas si tu as pris du temps pour y répondre, de réfléchir, mais vraiment, c'était une très belle idée de lancer l'invitation et de ta part d'acquiescer avec humilité, parce que ça demande beaucoup d'humilité pour faire ça, parce qu'on aurait été privé en même temps de quelque chose que tu n'avais pas fait. Et c'est vrai qu'elle était touchante au cours des années, auprès des participants de théâtre, garçons et filles, jeunesse, et ceux de ton âge et ceux d'un âge moyen. Tu as toujours eu vraiment une influence chez beaucoup de personnes. Si tu t'en es pas rendu compte, moi je peux te dire que oui, tu en as eu auprès de plusieurs personnes. Merci. Alors merci d'être ici, puis merci des gens d'être venus aussi, parce que c'est parce qu'on t'aime qu'on est ici. Merci. Évidemment, avec Gérald, je me sentais en confiance. Alors, je me suis lancée dans le bain. Je savais bien que Gérald me guiderait et puis que ça irait bien. Mais quand elle parlait du trac tantôt, elle en avait. C'est curieux. Je dis comment ça se fait qu'elle a du trac? Comment ça se fait que ça arrive encore? Alors, elle avait le trac, pas le tract, le trac. Elle avait du trac. Mais pour moi, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'elle venait ici de temps en temps, comme je vous l'ai dit tantôt, je la vois depuis longtemps, et jamais cette ferveur, jamais cette intelligence aussi que je lui sentais, l'intelligence du cœur et l'intelligence aussi de la pensée, jamais cette intelligence du jeu. Et pour moi, il y avait une évidence là, mais une évidence qui était remplie pour moi de mystères, et c'est parce que je suis curieux des mystères, j'aime toujours questionner. Je lui donne des questions. Alors, j'ai dit, ben là, il faut qu'à un moment donné, je lui demande, j'ose demander à Jeannette Lebel de répondre à des questions. Et voyez-vous, on pourrait continuer encore bien longtemps. C'est un grand honneur pour moi. Merci beaucoup. Ben, écoutez, on va jouer dans la photo à portrait. Oui. Alors, écoutez. Alors, j'avais préparé quelques photos. Je me disais peut-être que ça va animer les étapes. Mais c'était difficile de les présenter en même temps qu'on faisait la conversation. Alors Gérald a proposé qu'on les place plutôt à la fin. Alors j'ai choisi quelques photos. Des gens vont se reconnaître, quelques personnes ici. Alors c'était dans une pièce de théâtre. Je voulais couper la tête, mais je n'y arrivais pas. Je ne suis pas très bonne dans la manipulation des photos. Alors c'était dans la petite vie modique qui était mise en scène par Rolande Lambert. Bon, ok, alors là, je vais la prendre piton. Bon, alors ici. Ok, alors bon, ça c'est mes premières expériences là, quand je prenais des cours de chant. Donc on avait eu un petit récital. Alors je chantais. Alors, Jeannette Bellerive, je chantais donc Aldani, Pionnier Léger de Massenet. Alors, c'était mon premier récital en chant. Alors, dans les années 50 à peu près. Et ça, c'est ma lettre d'acceptation chez les compagnons, parce qu'on n'entrait pas dans la troupe de théâtre comme ça. Là. Il fallait faire la demande, il fallait être recommandé, il fallait passer au conseil d'administration. Et après, M. Gérard Robert nous envoyait la lettre. Donc, en 1951, j'ai été acceptée dans la troupe de théâtre des compagnons.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça ici? Ben oui, hein, je ne sais pas si un petit rock est passé ou un de mes enfants, il y avait des choses. Alors, le 2 juin 1952, c'est curieux parce que je me suis mariée le 2 juin, en 1956. Je n'avais pas remarqué. Ah, alors ça, c'est assez particulier. Hein? Alors, chez la troupe des compagnons, il y avait évidemment, au moment où les premières années où j'ai commencé, alors c'était les gens de la radio, les journalistes venaient au foyer des compagnons. Et il y avait Georges Dard qui faisait partie du groupe aussi. Et on avait publié chez les compagnons le premier recueil de poésie de Georges Dard sur une Gestetner, là. Alors, j'avais fait la photo, alors j'ai le petit livre ici, alors c'était qui avait dédié à mon mari et à moi, là, son premier recueil de poésie, Georges Dard. J'en ai pour ceux qui ne connaissent pas Georges Dard? Non, pas Georges Dard. Le Gestetner, c'est quoi? C'est la machine à imprimer? Les grosses machines là, à imprimer, là, on tournait, là, hein? Ouais. Alors, mon brevet d'enseignement du Conservatoire La Salle, ça prenait quand même... alors, c'était en 1966 que j'ai obtenu mon brevet d'enseignement. Donc, il fallait soutenir une thèse à l'Université de Montréal. C'était... le Conservatoire La Salle était chapeauté par l'Université de Montréal. Et donc, j'ai eu un brevet d'enseignement et à ce moment-là, j'ai pu ouvrir mon école de diction et j'ai commencé à enseigner la diction, l'art dramatique pour le Conservatoire La Salle, en même temps que Jacques Crête, qui lui a enseigné à Montréal pour le même conservatoire. Je voyais de la Coursière il n'y a pas longtemps, mais elle m'a dit que vous avez enseigné longtemps à l'école commerciale du Cap. Oui, parce que j'ai commencé comme ça à enseigner au Modern English School. Alors, on donnait des cours de bon parler aux futurs secrétaires. Alors, j'ai commencé à enseigner comme ça dans les écoles commerciales, et ensuite, je suis allée enseigner à l'école commerciale du Cap, à l'école normale, Christ-Roi, et j'allais à Saint-Tite, c'était pas très payant, hein? J'allais à Saint-Tite, je gagnais presque rien, mais je payais les taxes municipales, puis le collège privé à mes enfants, alors, on n'était pas riches, on se débrouillait. Ah, ça, c'était quand même un événement assez particulier. Alors... je vois le Père Claude. Est-ce que c'est le Père Claude qu'on connaît? Oui, il est toujours vivant, le Père Claude? Oh, je pense que non. Non. Alors, ici, vous avez Gérard Robert, qui est notre directeur de l'époque. Et à côté de lui, c'est Marie-Hélène Dasté. Alors, quand je vous disais tantôt que chez les compagnons, on recevait beaucoup de gens, alors, Marie-Hélène Dasté, c'est la fille de Jacques Copeau. Vous êtes trop jeune, vous n'avez peut-être pas connu Jacques Copeau. Monique, tu connais peut-être, hein? Non? Alors, Bâti, si on apprend ça dans notre histoire du théâtre, Bâti, Copeau, Jouvet, alors... donc, c'était la fille de... Elle s'était venue la troupe de théâtre française, donner une pièce à Montréal. Ginette, tu connais sûrement. Alors, donc, c'est Marie-Hélène Dasté. Ici, il y a Jean Pellerin, qui est un journaliste du Nouvelliste, et on a produit ses pièces. En arrière, vous avez le Père Legault. Le Père Legault, qui était le directeur, le fondateur des Compagnons de Saint-Laurent de Montréal, qui ont fondé qui ont formé les grands comédiens, les Gascons, les Coutus, et ainsi de suite, les belles années du théâtre de Montréal. Pas les belles années, mais quand même. Les années, parce qu'il y a du théâtre extraordinaire à Montréal quand même. Alors, donc, il y a Mme Rousseau à côté, Anaïs Rousseau. Alors, la salle Anaïs Rousseau à la Maison de la Culture, donc, c'était l'épouse du maire de l'époque, M. Rousseau. Alors, donc, c'était un groupe, là, donc, nous recevions Mme Marie-Hélène Dasté. En arrière, il y a Louise Lajoie, et à côté, Joan Pagé, qui est une artiste peintre maintenant, et qu'on avait monté une pièce qui s'appelait L'Héritière. Alors, Joan Pagé, c'était vraiment une héritière. Elle avait des costumes extraordinaires. Alors, bon, donc c'était au restaurant Querulu, que vous n'avez pas connu, qui est un restaurant... Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du restaurant Querulu? Rue Notre-Dame, on mangeait des bonnes pâtisseries, puis on pouvait aller prendre un café, un thé dans l'après-midi. Alors, c'était
des souvenirs de Trois-Rivières. Alors, Jeannette, vous parlez des compagnons de Notre-Dame, des compagnons de Saint-Laurent. Mais il y a un monsieur tantôt qui m'a dit qu'à Louisville, il y avait les compagnons de Saint-Antoine. Je suis allée jouer à Louisville. Je suis allée jouer à Louisville dans Ces dames au chapeau vert. Parce que la comédienne était malade, je ne sais pas quoi, alors je prenais l'autobus, j'avais pas de voiture, je prenais l'autobus, on payait mon autobus par exemple. Alors je payais l'autobus pour aller répéter à Louisville, Ces dames au chapeau vert. Oui, les compagnons de... Et il y avait M. Bellemare, hein, il y avait une troupe assez... oui, ils ont fait le théâtre assez longtemps. Bon, c'est pas très clair, hein? Alors je suis pas fameuse hein, dans mes photos, là. Alors ça ici, c'est une répétition d'une émission radiophonique qui s'appelait Mon Quartier. Alors, c'est Silvio Saint-Amand qui était journaliste du Nouvelliste, et il a donc produit cette émission radiophonique qui a quand même duré quelques années. Alors, ça s'appelait Mon Quartier. Alors, il y avait des beaux personnages, donc c'est les comédiennes autour. Ah, la belle Janine dans Un caprice de Lucette. Elle est belle cette photo-là. Alors, vous voyez la belle fourrure. Les gens de Trois-Rivières nous gâtaient. Alors, la flamme fourrure m'avait prêté cette belle écharpe. Alors, on jouait dans la petite scène du théâtre de poche des Compagnons. Et les meubles avaient été faits par mon mari. Alors, on avait des meubles d'époque. Ah, La Neuve des Sorcières. Alors, en 1979, alors, en arrière, à gauche, vous voyez Carole La France. Alors, c'était vraiment 5 beaux personnages. Pauline Boisard, Doris Hamel, qui était journaliste au Nouvelliste. Alors, c'était une pièce assez intéressante aussi parce que chaque personnage avait son... Il n'y avait pas d'interaction entre les personnages, c'était vraiment 5 personnes, 5 comédiennes sur scène avec des beaux rôles. Alors, c'est la Locandira avec le costume de scène, la Locandira qu'on a joué tantôt avec Martin. Alors, sur la scène de la salle Thompson avec Nicole Poisson en 1995, Eva et Evelyne de Marie Laberge, avec Carole La France en 2001, une pièce qui s'appelait Un coup de théâtre. Alors, on ne voit pas beaucoup sur la photo, là, mais je viens de lancer la peinture sur la tête, alors sa tête passe à travers la peinture. La belle photo avec Martin, je l'ai choisie, elle est tellement belle, avec un air de famille. C'était une belle pièce, le théâtre des gens de la place. Ce qui est surtout bien dans cette photo, c'est qu'il est plus clair, puis on voit plus comment vous avez du plaisir à recevoir ce plaisir. Ça n'a pas l'air en tout cas, si vous mentez, ou comme tous les comédiens, toutes les comédiennes, vous mentez bien parce que vous allez avoir... Là, vous avez du fun. Ben là, j'en profitais. Hein? Alors, cette pièce-là, on avait la scène de la salle... la salle était en réparation, alors on avait joué dans la petite salle, et puis ça avait été une expérience intéressante parce que la pièce se passe dans une salle de restaurant. Donc ça s'y prêtait vraiment bien, alors le public était tout près, c'était bien. Alors, dans La Vie modique, avec Yves Raymond, qui était mon partenaire, c'était l'histoire de la pièce, c'est que ça se passait dans une résidence de personnes âgées, et on dépasse le temps, hein. Je vais arrêter de parler. Est-ce qu'on a eu des signes pour dire que c'est... Ça va? Alors, cette pièce-là, ça se passait dans une résidence de personnes âgées. Alors, la comédienne était dans cette résidence de personnes âgées, une vieille comédienne, et il arrive un monsieur, un nouveau pensionnaire. Évidemment, la comédienne, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se pavaner. Oui. Alors, c'était donc mon partenaire, et à la fin, elle est malade, elle fait un peu d'Alzheimer. C'était des pièces, hein? Il y avait des belles scènes. Oui. Et je ne me souviens pas, l'auteur, c'était qui? Serge Rousseau, de Nicolet. De Nicolet, Serge Rousseau, d'accord. Tu viens d'autre question. Alors, Théâtre de Nouveaux Compagnons, Shakespeare,
Bon, là, je commençais à faire la figuration, là, des petits des petits rôles, parce que ma santé ne me permettait plus de prendre des cours. Et là, bien évidemment, avec Ciné Campus qui est toujours très important pour moi depuis au moins 25 ans. Hein. C'est là que je fais partie du conseil d'administration. Alors, on présente du théâtre de qualité, du cinéma de qualité. Alors, le Nouvelliste m'avait été chanceux cette semaine-là, j'avais été choisie tête d'affiche. Oui, alors on avait... Et là, j'ai pris une photo avec ma belle amie Stella Montreuil. Ah, mais ça, c'est pas rien, hein. Alors, mes expériences de cinéma, hey, c'est pas avec n'importe qui, là, hein. Regardez, là, Gabriel Arcan, OK? Bon, et ça, c'est moi. Et ça s'appelle, la pièce, le film s'appelait Tu brûles, tu brûles. C'est pas un film qui a eu beaucoup de succès. Alors, mais j'ai quand même joué avec Gabriel Arcan. C'était mon fils. Ça fait bien, ça, dans une carrière. Bon, on peut mettre ça dans le curriculum vitae, là. Bon. Et ça, c'est un autre film de Michel Audy, un cinéaste de Trois-Rivières. Alors, corps et âme. Alors, ici, de dos, on voit Philippe Poisson, deux jeunes comédiens. Bon, j'ai fait un petit peu de journaliste à un moment donné pour Images d'Amoristi. J'étais journaliste à la Pige, alors j'avais et là, j'avais interviewé le cinéaste Gilles Carle, et c'est Carole Laure qui avait le personnage principal. Et imaginez-vous que j'avais eu un rôle dans ce film-là. Mais malheureusement, j'avais 2 jours de tournage garanti. Mais malheureusement, les journées de tournage, ça a tombé le jour où ma fille aînée se mariait. Voilà. Une autre occasion ratée. Alors, on parle toujours de cinéma avec Ciné Campus, qui a fêté cette année son 50e anniversaire. Et une participation avec le Festival international de la poésie, où je présentais des poètes au musée, c'est-à-dire au musée seigneurial, que mon ami m'a invité pour présenter les poètes. Alors je le présente, hein, c'est mon premier fiancé. On a joué ensemble dans Le Temps des Lilas. C'était mon fiancé. Alors, on a gardé une bonne amitié. On voit Gaston ici, Gaston Bellemare, Mme Almachry, on voit François Charon et 2 autres, je ne sais pas. Oui, alors il y a quelques-uns. Ah, c'est fini. Voilà. La chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Et les 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Et il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil. C'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil. Et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux. Alors, Jeanine Lebel, je veux vous remercier évidemment au nom de tout le monde. Je pense que vous savez que vous êtes aimé. Vous savez qu'on est fiers, que Trois-Rivières est fier de vous avoir comme membre de cette communauté-là. On est fiers. Alors, Gaston Biron disait que la poésie n'avait pas à rougir des poètes, alors qu'il n'a pas à rougir de moi, c'est ce qu'il disait.
disait, la poésie n'a pas à rougir de moi. On pourrait dire Trois-Rivières n'a pas à rougir quand elle sait qu'il y a une vie culturelle comme ça, quand on sait aussi qu'il y a une femme comme vous qui l'animait, qui l'avait fait vivre et qui l'avait maintenu envers et contre tous et à travers toutes les années. Alors, merci pour cet entretien-là. Merci d'avoir répondu si généreusement et si bellement à mes questions qui n'étaient pas trop philosophiques, pas trop difficiles. Vous aviez bien peur de moi, mais vous n'avez pas raison. Alors, de philosophie quand même. Alors, merci beaucoup. Et alors, merci beaucoup. Et je veux vous remercier aussi d'avoir été là, si nombreux. C'est très précieux. Vous êtes, je le dis à toutes les fois que j'anime, je sens toujours qu'il y a beaucoup d'écoute. Moi, j'essaye d'écouter, mais je sens qu'il y a aussi, parmi ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là, qu'il y a beaucoup d'écoute. Alors, c'est très précieux. Nous pouvons converser avec intelligence, avec attention aussi. Et c'est comme ça que nous pouvons vous donner des moments comme celui-là. Alors, Janine, vous avez été généreuse, vous avez joué. Alors, on m'a dit tantôt, c'est pas rien de la réflexion, c'est pas rien qu'une histoire qu'on racontait. On a assisté aussi à un spectacle. Il y a eu des moments de spectacle, alors il y a des moments de lecture, alors c'est très précieux. Alors, je m'adresse aux responsables du cercle. J'ai pris l'initiative de cet événement-là, de ce type d'événement-là. J'ai transformé un peu la chose et je pense, rien qu'à voir dans les gens qui sont là, que j'ai eu raison et que dans le fond, il faudra répéter si on veut connaître un peu mieux des gens qui méritent d'être mieux connus et qui ont une histoire à nous raconter et une pensée à nous livrer. Alors, merci beaucoup, bonne soirée et